Bonjour et bienvenue. Merci de venir à ce dialogue entre Cécile Massart et Isabelle Lode autour de la mémoire sur les sols pollués. Donc quelques mois avant de commencer, c'est une rencontre qui est organisée avec le concours du Centre Wallonie-Bruxelles et de la librairie Wallonie-Bruxelles et de l'INHA. Donc on remercie à ce titre toutes les équipes. Voilà. Donc du coup, on a souhaité faire cette rencontre pour dialoguer autour de l'héritage des sols pollués et la mémoire des sols et des sous-sols. Voilà, donc nos deux intervenantes sont Cécile Massart et Isabelle Lode. Cécile Massart, vous êtes artiste plasticienne et vous intéressez à l'identification et le camouflage des sites de déchets radioactifs, et ce depuis 1994. Oui. Bonjour, merci. Ben voilà, je vais déjà me mettre. Bonjour, et voilà, je peux faire une petite. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire, vous avez parlé d'identification, ça c'était vraiment ma première approche par rapport aux déchets radioactifs. Comment va-t-on identifier, d'accord? Le camouflage, c'est venu après 1997, 8, voilà. Parce que voilà, je visitais le site d'El Cabril et qu'on me disait, eh bien, notre projet est de stocker les déchets faiblement radioactifs et puis de reconstituer une montagne. Nous y replanterons des petits chênes et les chasseurs pourront revenir chasser le sanglier. Moi, ça m'a complètement, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, là, franchement, on ne peut pas laisser les agences de gestion comme Henresa à Madrid, qui gèrent ce site, camoufler. Qu'est-ce que c'est que ça? Camoufler, rien de pire, je pense vraiment. Et je crois qu'en tant qu'artiste, comme toi, Isabelle, et c'est vrai que quelque part, le camouflage, ça ne va pas, quoi. Hein, il faut révéler, il faut dire, etc. Bon, et il faut joindre, évidemment, les personnes qui peuvent... Voilà. Donc, il y a ça. Bon, maintenant, ce dont on parle, c'est en fait une étude des modes de transmission de la mémoire, des sites de déchets hautement radioactifs, ça ce sont les dernières recherches, des sites de déchets hautement radioactifs par des pratiques artistiques dans le paysage. Voilà, c'est juste comme ça. Voilà. Il faut absolument que ce soit des pratiques artistiques. L'art, c'est un vecteur important. Il faut y aller. Parce que c'est ainsi que les agences de gestion dans les pays nucléarisés, mais je parle du monde, vont pouvoir enfin se dire on va nous obliger à faire pénétrer un côté éthique là-dedans, nous qui sommes les garants de la sécurité, qui avons étudié ça depuis 40 ans, etc. Voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un peu révéler en fait quelque part ce qui se passe dans le sol. Et en ce sens, vous plaidez pour une culture nucléaire, mais on y reviendra. Oui. Ouais. Isabelle Lode, vous êtes réalisatrice, autrice et journaliste, et vous vous êtes intéressée au lieu et à la mémoire, et dans ce cadre, vous avez investigué sur les séquelles environnementales de la guerre de 14-18, et notamment dans la Meuse et dans le nord-est de la France. Et vous cherchez à faire parler, à faire interpréter les paysages dans une enquête journalistique à la première personne à travers un livre et un documentaire. Donc à toutes les deux, on peut peut-être se dire que vous travaillez sur la conscience et la mémoire du territoire. Oui. Ouais. La conscience, la mémoire du territoire, pour moi, je vais compléter un peu la présentation. Ma première formation, mon premier métier avant les métiers que vous avez cités, c'était archéologue préhistorienne, spécialiste de l'homme de Néandertal. Donc, même si je ne pratique plus ce métier au quotidien, ça reste un regard, un point de vue. Une fois qu'on a regardé la Terre au travers de ces yeux-là, on a un rapport différent au temps et au paysage. Et donc, en fait, ça a été un peu un hasard des choses. Dans ma famille, comme dans beaucoup de familles, il y a des gens qui sont morts lors de la Première Guerre mondiale. On a hérité de toute une série d'écrits
que mon père a analysé, puis il a collecté encore beaucoup d'autres écrits. Puis à un moment, il m'a demandé de mettre ça en forme. Et puis, en fait, bon, je l'ai fait pour lui faire plaisir. Et je ne m'intéressais pas du tout à la Première Guerre mondiale. Et puis, ça m'a donné envie d'aller voir sur le terrain ce qu'il restait dans les paysages de cette guerre qui avait duré pendant 4 ans, qui avait atteint des territoires sur 700 km de ligne de front. Et voilà, après, ce que j'ai découvert, c'était non seulement ce qu'il y avait en surface, mais petit à petit, à force de pérégriner sur les anciens champs de bataille, j'ai appris à décoder ce qui était moins visible, dont la question aussi des déchets, donc de la manière dont on avait géré. On parle toujours de la guerre d'un point de vue plus tactique, militaire, et moi je l'ai pris vraiment sous l'angle un peu à la fois industriel et humain. Et finalement, ce travail a fait que je me suis beaucoup intéressée à ce qui s'est passé après la guerre. Voilà, on en reparlera peut-être après, mais oui, effectivement, c'est d'aller à la fois permettre un décodage des paysages et une transmission de mémoire, mais pas au sens de la mémoire officielle, celle qui est dans les livres. Et d'ailleurs, votre documentaire Un héritage empoisonné, il s'ouvre sur cette phrase. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été fasciné par l'idée que les poubelles d'autrefois se transformaient en trésors cachés. Il manque un mot. En fait, toute ma démarche, elle est là, c'est-à-dire que en faisant ce travail, je me suis aperçue qu'alors que jusque-là, quand on est archéologue, les poubelles d'autrefois, c'est nos trésors. C'est ce qui nous permet de décoder la vie des êtres humains auparavant. Et ces déchets n'ont pas de dangerosité. Une fois qu'ils sont redécouverts, en général, quand on découvre des silex taillés d'il y a 100 000 ans, même si c'était des armes ou même si c'était des outils de chasse, ils n'ont plus de dangerosité. Et ce que j'ai ressenti, et puis après que j'ai pu démontrer, c'est qu'il y avait une forme de tournant autour de la guerre de 14-18, puisqu'on commence à produire à large échelle des munitions chimiques qui deviennent des déchets qu'on a du mal à gérer, surtout parce qu'ils restent dangereux et parfois même leur dangerosité augmente avec le temps. C'est-à-dire que l'instabilité de ces munitions devient plus grande une fois que leur période d'utilisation est passée. Ce sont des choses qui périment et qui deviennent plus dangereuses avec le temps. Et le parallèle avec les déchets nucléaires, c'est fait d'abord de cette manière-là, c'est-à-dire c'est une thématique qui est actuelle, et c'est fait d'une deuxième façon aussi, puisque dans l'après-guerre, donc mes recherches ont démontré que dans l'après-guerre de 14-18, donc dans les années 20, comme on ne savait pas quoi faire de ces déchets, donc des munitions non explosées, dont une certaine grosse partie étaient des munitions chimiques, qu'on ne possédait pas la technologie et qu'on n'avait pas l'argent surtout pour investir dans la gestion de ces déchets, on a fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire on en a jeté à certains endroits, on en a enterré, on en a enfoui dans les mers, coulé dans les lacs, les rivières, les mers, et aussi une industrie naissante et très éphémère a œuvré dans les années 20 pour tenter de recycler les munitions chimiques, et ça ne s'est pas fait n'importe où, c'est-à-dire qu'il y a certains départements français dans lesquels un maximum de munitions ont été amenées parce qu'il fallait débarrasser les terres les plus riches pour les remettre en culture très rapidement dans d'autres départements. Donc il y a eu une sorte de lobbying à l'époque. Et beaucoup de déchets ont été amenés, la plupart des déchets ont été amenés en région, dans le département de la Meuse. Or, aujourd'hui, dans le département de la Meuse, qu'est-ce qu'on veut mettre? Ce sont les déchets nucléaires. Et donc les deux histoires... Notamment avec Bure et le site d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure. Et, ouais. Tout à fait, voilà. Oui. Oui, parce que la question, c'est celle du déchet quand même. C'est-à-dire que dans nos sociétés occidentales, le déchet, c'est ce qu'on cache. C'est même dans l'étymologie même du mot déchet, ça vient de déchoir, ce qui a perdu sa valeur, et du coup, tout est dans comment on regarde le déchet et comment on monumentalise. Je sais qu'il y a beaucoup l'idée de... Oui. Ouais.
Bon, si on parle de déchets, d'un coup, c'est vrai qu'on ne s'est pas rendu compte, je pense que la population, enfin moi, voilà, nous avons quand même connu un confort incroyable. D'un coup, il y avait tout. Il y avait l'électricité, il y avait la machine, il y avait... Mais on ne se rendait pas compte qu'en fait, cette électricité, elle venait des centrales nucléaires, d'un parc nucléaire qui était là devant nos yeux, mais on ne sait pas très bien pourquoi, on n'y faisait pas vraiment attention. Et encore, ce qu'on ignorait, c'est qu'il y avait tant de déchets. Parce qu'on dit oui, ça va, il y a autant de tonnes, mais il y a beaucoup de déchets. Alors, moi, je me suis intéressée à ça, parce que ça m'a choquée. Moi, je viens du monde rural. Et j'ai toujours vu de bonnes terres, les grands-parents, etc. Toute ma famille, ce sont des ruraux. Et la première fois que j'ai vu un site d'enfouissement de déchets faiblement radioactifs, c'est-à-dire celui de l'espagnol d'El Cabril et puis celui de Soulaine, votre site en France de Soulaine-d'Huys, eh bien j'ai eu un choc terrible. Je me suis dit, toutes ces bonnes terres, tous ces bois que l'on a vraiment liquidés, etc., pour construire, et à cette époque-là, je parlais de bunkers, on m'a dit, Cécile, non, ce ne sont pas des bunkers, ce sont des ouvrages. Voilà. Et alors, c'est pour ça que quand je parle comment je veux dire, une culture du nucléaire, c'est-à-dire on utilise des mots, vous voyez, on utilise des mots pour tout niveler comme ça, n'ayons pas peur finalement, ce sont des ouvrages. Les bétons ont été tout à fait analysés, ils ont été étudiés pendant des années et des années par des ingénieurs, et je les comprends très bien, je ne conteste absolument pas ça. Mais ce qui est choquant, c'est de voir comment on instrumentalise ça. C'est-à-dire, on dit, mais tout est sécure. Alors moi, voilà, en tant qu'artiste, je pense que je peux dire, je ne suis pas sûre. Et pendant 10 ans, je me suis intéressée aux sites de déchets faiblement radioactifs, donc ceux qui vont être, comment dit-on, gardés plus ou moins surveillés pendant une centaine d'années, mais vraiment très fortement surveillés. Et vous avez ici en France le site de la Manche, le CSM Manche, qui se trouve près de Cadarache. C'est un site qu'on peut visiter si on veut. Il y a le site en Belgique. Nous allons, puisqu'on parle de la Belgique, puisqu'on parle de... eh bien, c'est le site de Dessel, où on vient de signer, la ministre Tine Van der Straten vient de signer la lettre et le procès-verbal en donnant l'autorisation de commencer les travaux sur le site de Dessel. Donc, le site de déchets faiblement radioactif, c'est en Campine, c'est un lieu près de Molles, assez dans les bois, mais il est bien, il est dans les bois, et on va construire là le site de déchets faiblement radioactifs. Alors maintenant, après avoir visité beaucoup de sites en Suède, en Hollande, en Espagne, au Portugal, enfin, voilà. Et puis, je me suis intéressée aux sites de déchets hautement radioactifs, parce qu'actuellement, vous avez cité tout à l'heure Bure pour la France. Bon, le gouvernement fait, comment vais-je dire ça, un débat public. Il y a eu un débat public, comme en Belgique, pour voir si la population était d'accord. Êtes-vous d'accord pour un site de déchets hautement radioactifs à Bure ? Alors, Bure, j'en entends parler depuis 30 ans, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ça, en me disant, Bure sera un laboratoire. On pourra venir visiter, etc. Voilà, mais c'est simplement un laboratoire. Alors, moi, j'y allais comme ça tous les 7 ans, et je voyais dans la campagne le grignotage comme ça des terres de culture, des bois, etc. Et en fait, c'est certain, c'est là en fait qu'on va construire le site de déchets hautement radioactifs. Maintenant, le travail que je fais, c'est justement simplement de dire, et après, ok, vous dites que c'est très sécure, c'est très sécurisé, etc. Mais pourquoi ne voulez-vous pas, et souvent j'ai attendu des années pour pouvoir rentrer en communication avec les directions des agences de gestion, pourquoi restez-vous tellement secret ?
pourquoi des informations ne sont... Alors que c'est le déchet de tout le monde. Tout le monde doit avoir un regard là-dessus. Et voilà, et donc petit à petit, intégrer les agences de gestion et leur dire, voilà, il faut travailler un mode de transmission. Il faut que les petits-enfants, les arrières, dans 200 années, X, il faut qu'il y ait un langage qui dise, ici, là, dans ce lopin de terre-là, hein, dont l'environnement sera certainement très différent de ce qu'on voit maintenant, dont la langue ne sera peut-être plus celle qu'on parle dans 300, 400 années, dont la population, avec les migrations, ne sera plus celle qui est actuellement. Y aura-t-il encore des frontières entre la Belgique et la France? Non, mais je veux dire, y a-t-il encore, où seront les frontières? Comment faire pour communiquer à nos descendants qu'il y aura des points chauds? Et que ces points chauds, c'est là qu'à 600 mètres dans le sol, il y a ce que j'appelle un monument. Un monument qui sera celui du XXIe siècle nucléarisé, qui sera comme un sarcophage, qui sera le plus sécurisé possible, mais qu'on ne va pas voir, on ne le verra pas et il restera dangereux. Donc c'est tout un travail là-dessus. On va y revenir sur la sémantique nucléaire. Simplement, Isabelle, toi aussi, tu as rencontré des inamitiés et de la défiance. On voit ça dans ton documentaire un héritage empoisonné, et dans ton livre Un paysage en bataille. On voit que les particuliers et les institutions, à un moment donné, ferment leurs portes. C'est très difficile d'évoquer ces sujets-là. Quand moi j'ai essayé d'entrer en contact avec l'Agence nationale de gestion des déchets nucléaires en France, je l'ai fait aussi en Belgique, je venais avec... en fait, le message qui est donné par cette agence, c'est on travaille sur la question de la mémoire, on est ouvert à toutes les questions, on est content quand on est challengé par le public, donc n'hésitez pas à venir poser vos questions. Et donc moi, je venais avec une question très précise qui était, voilà... j'ai fait une recherche sur l'héritage environnemental de la Première Guerre mondiale. En moins de 100 ans, des choses ont été complètement oubliées. On redécouvre seulement maintenant des sites pollués, dont des champs qui ont été mis en culture alors qu'ils étaient extrêmement pollués. Je peux vous démontrer donc qu'en moins de 100 ans, la mémoire, alors qu'on parle le même langage, alors que les sources historiques existaient et existent toujours, s'est délité et qu'on a permis cette mise en culture. Et donc je faisais une forme de comparaison en disant, bon voilà, comment pouvez-vous assurer la mémoire sur des centaines de milliers d'années, puisqu'on parle bien pour les déchets de haute radioactivité à vie longue de centaines de milliers d'années, quel est le système que vous proposez? Et la première réaction à l'ANDRA, ça a été d'invalider ma question en disant, vous comparez des pommes et des poires, ce n'est pas du tout la même chose, votre question n'est pas pertinente. Or, avec le bagage et l'expérience que j'ai, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, mais mon premier métier, c'est archéologue préhistorienne, donc la mémoire sur 200 à 300 000 ans, puisque je m'occupais de l'homme de Néandertal. La question artistique aussi est intéressante, parce que quand on va dans une grotte où il y a des peintures rupestres, aujourd'hui encore, on ne sait pas ce qu'on a voulu exactement transmettre, quel était le message. Et donc, pour donner quelques chiffres, le déchet nucléaire, c'est 100 000 ans, ce qui fait à peu près 4000 générations. Et Lascaux, c'est 18 000 ans, et on ne connaît pas leur motivation enfin, on les devine, mais on n'est pas sûr de leur motivation. Donc, quelle mémoire, quoi. Et donc oui, c'est un sujet qui est extrêmement difficile à aborder et où il m'a semblé en fait que, bien sûr, comme l'a dit Cécile, les lieux qui sont pressentis où on décide de stocker des déchets nucléaires à haute radioactivité et à durée de vie longue, bien sûr, on étudie le sous-sol, on choisit le sous-sol le plus stable possible, on choisit les technologies d'aujourd'hui qui sont les plus avancées pour le stockage, ça s'est beaucoup mis en avant, mais on le voit comme un processus strictement industriel
alors que la mémoire elle-même ne se construit pas de manière industrielle et dépend énormément des facteurs humains et sociaux. Et donc ça, c'est la grande difficulté avec le nucléaire, c'est que comme c'est très dangereux à la base, il y a une nécessité de masquer certaines choses, ne fût-ce que pour ne pas que des informations arrivent dans des oreilles qui en feraient de mauvaises choses. Donc il y a toujours ce secret qui est inéluctablement lié au nucléaire. C'est quasiment impossible avec ce type de technologie de pouvoir en parler très librement et de dévoiler à tout le monde toutes les informations. C'est ce qui me fait dire que le nucléaire n'est pas vraiment compatible avec la démocratie, ni avec le politique, parce que quand on est en démocratie, qui dit démocratie dit ne pas être toujours d'accord. On voit bien, on a des conflits, on avance, enfin, il y a des changements. La démocratie implique des changements permanents, la vie politique implique des changements permanents. Cécile, tu veux réagir à... Juste une petite chose tout à l'heure, quand tu as dit 150, combien Moi, je disais 100 000 ans. Oui, donc, alors je vais un peu rectifier, parce qu'en fait, les déchets faiblement radioactifs, on en a parlé tout à l'heure, donc là, on peut dire qu'il y aura comment vais-je dire, une garde, qu'elle soit actuellement humaine, mais qu'elle soit technologique peut-être dans 50 ans, puisque les outils évoluent aussi pour voir, pour regarder, pour surveiller, etc. Mais dès qu'il s'agit des déchets hautement radioactifs, il y a des nucléides qui sont là 1 million d'années. Alors là, on ne peut pas transmettre jusqu'à même 1000 ans. On peut pas. On sait qu'on aura des difficultés à transmettre. C'est là que je pensais, et ça, l'étude des sols pour que les nucléides puissent ne pas traverser les sarcophages, et les structures industrielles enfouies sont étudiées. C'est pour ça qu'on parle d'argile, pour la Suède, de granit, pour le WIP aux États-Unis, dans le désert du Chihuahua, là, au Nouveau-Mexique, c'est le sel fossilisé. Parce que, par exemple, alors là, ça m'avait étonnée, parce que j'ai fait une résidence là-bas, là-bas dans le désert, et puis dans le désert du Nevada aussi, mais c'est que, et ça m'a vraiment choquée, c'est-à-dire qu'en dessous du site de déchets hautement radioactifs, où je suis allée, où j'ai fait une petite vidéo, en dessous, il y a du pétrole. Vous voyez ? Eh bien, aux États-Unis, on espère aller chercher le pétrole qui se trouve en dessous du site. Vous voyez qu'il y a parfois, pour faire des sous, on va dire que ça très simplement, des tentatives quand même assez dangereuses, je trouve. Enfin, voilà. Et on entend comme ça des choses incroyables, parce que je pense que quand on est habitué, quand les industriels sont habitués à tout ça, parce que nous, ça nous tombe dessus un petit peu, on se dit, ah là, dans nos pays, d'un coup, un site de déchets faiblement radioactifs, hautement radioactifs, comment réagir, qu'est-ce qu'on va faire dans les environs, pendant combien de temps, la population, enfin voilà, il y a tout un travail. Mais aux États-Unis, on ne se pose même pas la question. De toute manière, si ici, en France, on a fait un débat sociétal, en Belgique aussi, même si les choix sont faits, là-bas, on a tout simplement, dans le désert, on a simplement déplacé les populations des Indiens, de plusieurs ethnies indiennes. On leur a dit, allez là-bas, quittez, ok. On va construire des routes pour pouvoir acheminer le matériel. Et puis voilà. Donc on parle de démocratie. Vous voyez, je voudrais dire que quand tout à l'heure tu parlais de ça, que nous sommes encore préservés de simplement une dictature qui dirait, ok, c'est là qu'on va faire ça. Et bon, toi, si tu as un bois, un champ, etc., dégage. Oui, alors, en apparence, oui, bien sûr, on organise des débats. Je peux quand même dire que le dernier débat public en Belgique s'est passé pendant le confinement et uniquement en numérique, ce qui a réduit énormément aussi sa visibilité, même dans les médias.
Donc en termes de débat public, je ne suis pas tout à fait certaine qu'on y soit. Bien sûr, on n'est pas dans des dictatures, mais les procédés qui sont utilisés, et ça, c'est pas un propos de militant, vous pouvez aller chercher dans les écrits universitaires qui démontrent bien que ce qu'on utilise comme démarche pour arriver à la solution du stockage, en général, ne passe pas par des processus véritablement démocratiques. C'est très difficile d'aller dans un débat, de pouvoir poser véritablement toutes les questions. L'autre chose que je voulais dire, c'est la question est aussi, en fait, la mémoire elle-même, à mon sens, et d'après les recherches que j'ai faites, ne peut véritablement exister que sur base véritablement d'une démarche profondément démocratique. Ce que j'ai pu observer sur la question de 14-18 et des déchets d'après-guerre, c'est que parce qu'on a eu un discours politique, et qui était encore celui de l'armée aussi, puisque dans les années qui suivaient la guerre, c'était les ministères des armées qui géraient les déchets de guerre, c'est que les questions du public, les questions des habitants des régions où ont été déversés ces déchets de guerre, elles ont été complètement balayées, mais au-delà de balayer les craintes de ces populations, on leur a dit aussi qu'ils avaient tort d'avoir peur, que tout cela n'était pas du tout dangereux, que c'était juste un petit effort qu'on leur demandait. Et c'est ça qui a fait qu'au final, des terres ont été remises en culture, et même que le vocabulaire utilisé pour désigner les actes techniques du désobusage. Désobusage, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot-là. C'est un mot qui n'existait plus dans notre vocabulaire et qui est né, a été retrouvé il y a quelques années au travers de ces recherches. Je n'étais pas seule, on était 3 chercheurs. Mais une fois qu'on a retrouvé le mot désobusage, on a pu avoir accès à des archives qui jusque-là étaient comme disparues, puisque quand on n'a pas un mot-clé pour aller chercher un document, c'est comme si le document n'existait plus. Et ça, c'est quelque chose de passionnant et en même temps de terrifiant, puisque aujourd'hui, l'ANDRA ou l'ONDRAF en Belgique ont un peu la même politique et disent, voilà, tous les déchets sont référencés et on pourra les retrouver grâce à ça. Il faut encore que le vocabulaire lui-même, sans qu'on ait changé de langue ni de civilisation, donc ma crainte, elle n'est pas sur 100 000 ans, elle est sur demain, en fait. Hein. La mise en place d'un processus de mise en place d'une recherche sur les moyens, sur les modes de transmission de la mémoire. C'est très beau pour moi, c'est essentiel. Oui. Parce que moi j'ai lu dans Bure, la bataille du nucléaire de Gaspard Allen et Andrea Furotti, édité par Seuil et Reporter, que eux ils envisageaient, qu'il y avait un projet de faire une comptine d'enfants. Pour expliquer que c'était une des solutions qu'ils avançaient, c'était ça, pour ce rapport à la mémoire et Si je peux juste me permettre, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'en discutant avec des habitants du territoire de Verdun et alentour, quand je suis arrivée avec une part de leur histoire qu'ils avaient enfouie ou oubliée, des gens m'ont dit, on est choqués parce que, en fait, en même temps, on le savait. Et on a aussi des obus encore autour de nous au quotidien, c'est-à-dire voir des obus dans des champs, sur le bord des routes, ça fait partie de notre vie. Du coup, on ne voit plus cette pollution. Et on a été, quand on était petit, je l'ai mis dans mon film un témoignage comme ça, mais d'une dame qui dit, quand j'étais petite, on m'amenait sur les champs de bataille et on manquerait une certaine mémoire, mais pas la mémoire des déchets. On manquerait la mémoire des morts du passé, et puis aussi on me faisait voir la vie qui revient. Et d'ailleurs, si vous allez aujourd'hui sur le site de la bataille de Verdun, vous allez voir des panneaux qui ont été posés depuis le centenaire et qui mettent en avant le fait que la nature revient dans les trous d'obus qui deviennent des mares, où il y a des batraciens, des papillons, tout ça est très beau. Et ces panneaux sont financés, je vais jusqu'au bout parce que c'est très important, les panneaux sont financés par qui ? Pas par le mémorial, ou peut-être un peu en partie, mais sont financés par l'ANDRA.
et par le laboratoire de Bure CIGEO. Donc cette dame expliquait que maintenant, et ça c'est pas des projets d'apprendre des comptines, c'est aujourd'hui les élèves des collèges et des lycées du département de la Meuse et plus largement du Grand Est ont comme visite scolaire le laboratoire CIGEO, qui en plus est accompagné quand on les amène là, on leur fait une sortie, à côté de cette sortie-là, ils peuvent aller à un parc d'attractions ou à une activité plus ludique sur la journée. Tous les frais sont payés alors qu'on sait que dans les écoles, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire des sorties scolaires. Et donc c'est construire non seulement une mémoire, mais un imaginaire positif, lié, mais qui ne montre pas la réalité, en fait. C'est vraiment ça la problématique aujourd'hui. Juste l'ANDRA pour juste expliquer qu'est-ce que l'ANDRA. L'ANDRA, c'est l'Agence nationale de gestion des déchets radioactifs en France. Et en Belgique, on a l'équivalent qui s'appelle l'ONDRAF. Cécile, vous vouliez réagir? Non. Oui, d'un coup, c'est parti là d'un coup. Ah, okay. Mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, on parlait tout à l'heure de culture du nucléaire. En fait, c'est une façon de mettre les mots justes sur ce qui arrive. Parce qu'en général, on ne sait pas, quand on parle de déchets radioactifs, ben parfois, on n'a pas le vocabulaire pour en parler. On n'a pas vraiment le vocabulaire parce que c'est tout nouveau. Enfin, c'est pas nouveau, mais intégrer la partie éthique au sein de ce problème. Intégrer la mémoire, le travail de mémoire. Essayer de dire, par exemple, est-ce que l'artiste, l'artiste il peut dire, hein, il est libre, il est tout à fait libre. C'est bien pour ça qu'il est important. Hein, qu'il est important. Toi, tu fais un film, un livre, on fait un livre. Quelle chance, quoi, quelle chance. Enfin voilà, il y a du boulot, malgré tout, c'est du boulot quand même. Mais voilà, et donc on peut très bien imaginer qu'un jour, l'artiste, tel qu'on le voit, tel qu'on le représente aujourd'hui, sera certainement très différent. Je ne donne pas 50 ans. Alors, parce qu'en fait, déjà maintenant, vous avez entendu, moi j'ai assisté à quelques présentations, l'art contemporain, on ne met plus d'étiquettes, on ne sait plus ce qu'il y a. Quand on va voir une exposition d'art contemporain, il y a peu d'informations, comment faire pour bien comprendre le travail des artistes. Alors, je me dis qu'en fait, pour les sites, si l'on veut continuer à travailler la mémoire par des pratiques artistiques des sites de déchets, en fait, peut-être qu'il faudra des artistes gardiens. Voilà, des gens qui se disent artistes, mais qui sont sur le site. Ils sont là, ils parlent aux autres, ils ne feront peut-être pas de vidéo, parce qu'on aura trouvé déjà un autre mode de médium, un autre médium. Donc, je pense que franchement, si l'on veut penser à 300, 400 ans, c'est Louis XIV. Hein. Enfin, je veux dire, franchement, si on retourne derrière, si on se projette, on ne peut pas. Donc, il y a des modifications incroyables qui vont se passer parce qu'on va devoir intégrer tout ce qui est les déchets des guerres. Parce que toi, tu as travaillé sur 14-18, 14-45, 14-18. Mais vous voyez que la guerre est partout, ça ne va pas s'arrêter. Avec la mondialisation, on connaît, on sait où ça se passe. Il y a les problèmes de migration climatique, puisqu'on est quand même dans le sujet, là, le climat, pour en revenir. Et donc, automatiquement, je pense que ceux qui pourront écrire, ils n'écriront peut-être pas en français. Je ne sais pas quelles sont les migrations énormes qui vont nous arriver avec tous ces changements climatiques. Donc, quelque part, il faut trouver des modes de transmission de la mémoire qui puissent être compris, pas nécessairement lus, regardés, etc., mais avec lequel on va pouvoir vivre. Et vous voyez, l'enjeu est terrible. Vous vouliez réagir? Ouais, parce qu'il y a aussi des projets de ce qu'on appelle de sémantique nucléaire qui cherchent à
expliquer à des générations, alors pour le coup ce ne serait pas dans 400 ans, mais plutôt dans des centaines de millions d'années, où on aurait éventuellement perdu le contact. Et du coup, il y a un clergé atomique qui c'est très bien expliqué dans le livre de John D'Agata, UK Mountain. Bah oui, Ouais, je l'ai rencontré, hein, c'est chouette. Et il explique que comment faire comprendre qu'il ne faut pas creuser là aux générations futures. Donc eux, le clergé atomique, c'est un groupement d'archéologues, de sémiologues, d'anthropologues, enfin plein de corps de métiers très différents. Et ils imaginent les signes les plus effrayants pour dire aux populations futures de ne pas creuser ici. Donc ils imaginent quelque chose, notamment dans le livre, ils citent quelque chose inspiré du cri d'Edgar Munch, parce que c'est... Ouais. Et puis ils imaginent aussi des herses en béton pour faire peur aux gens, ou un parterre en granit pour que le soleil se reflète et que ça on peut tout faire sauter maintenant, on a les outils pour tout faire sauter. Et ils imaginent aussi un projet d'éolien, de moulin éolien qui ferait le son là, qui est le son le plus lugubre, le plus effrayant, pour faire peur aux gens. Et le clergé atomique, il conclut en disant que pour lui, le risque, c'est de dire aux gens, attention, trésor creusé, on ne sait pas comment penseraient les gens, et donc il imagine plutôt de décentrer à quelques kilomètres, de faire un monument ou quelque chose pour attirer l'attention et que les gens ne creusent pas à 10 km près. Voilà. C'était il y a des années. Hein. Et si je peux me permettre, les agences de gestion des déchets, finalement, aiment beaucoup qu'on puisse imaginer des systèmes de mémoire, y compris artistique. D'ailleurs, l'Andra organise régulièrement un concours pour les artistes, parce que ça a quelque chose de tout à fait fascinant, et c'est aussi une manière d'adoucir la problématique. Et c'est là que moi, je pense qu'on se trompe en faisant ça. Et c'est pas juste une opinion, c'est pour avoir discuté avec le directeur de l'époque, hein, il est pensionné maintenant, mais Patrick Charton, qui était chargé de la mémoire des déchets nucléaires à l'Andra. Quand je suis allée au fond des discussions avec lui, et j'ai les enregistrements, donc c'est pas du tout quelque chose que j'invente, je peux le faire entendre à qui veut, me disait, mais vous savez, on s'occupe de ça parce que la population le demande, les gens comme vous et les citoyens lambda, le nucléaire, ils connaissent pas bien, ils sont pas spécialistes. La mémoire, c'est quelque chose dont tout le monde peut s'occuper et peut se sentir un peu spécialiste. Donc, on leur donne de quoi s'occuper l'esprit, et au fond, nous, ce sur quoi on mise, et ça c'est véritablement ce qu'il m'a dit, c'est l'oubli. Et donc il y a une forme de schizophrénie qui est de dire ok, on laisse les artistes et les gens construire des projets. En plus, ça permet de communiquer. Chaque année ou tous les 2 ans, on communique avec la presse en montrant les beaux projets, de beaux monuments, de choses qui sont quand même, qui font rêver et qui posent des questions un peu fascinantes. En tant qu'être humain, on est fasciné par l'avenir et la transmission de la mémoire. Mais la réalité, c'est comment on en parle aujourd'hui. Si on utilise le mot colis à la place de déchets, puisque ce sont les termes officiels, comment peut-on déjà transmettre la mémoire de la dangerosité d'ici même pas une génération ? C'est ça qu'on est en train de modifier dans le présent. Et pour moi, c'est le fait de pouvoir en discuter dans le présent de manière très libre, ce qui n'est pas vraiment le cas. Bien sûr, il y a des débats qui sont organisés, mais qui sont extrêmement cadrés. Moi, pour avoir traversé la France avec mon film, je peux vous dire que dans la région du Grand Est, il n'y a pas une séance où je n'ai pas eu la gendarmerie qui venait voir combien de voitures il y avait sur le parking du cinéma, référencer les plaques des voitures, venait même dans la salle pour se montrer. Bon, moi, je me disais, si je tombe en panne, j'ai toujours au moins des gendarmes pas loin de moi qui pourront me dépanner. Mais oui, il y a une pression, alors que vous pouvez voir mon film, c'est pas du tout un film... je suis pas quelqu'un de dangereux, mais je sais que j'étais... sous surveillance, alors que je ne faisais que mon travail de journaliste. Donc, c'est ça qui pose question. Mais c'est bien probablement le grand travail en tant qu'artiste de rester indépendant, de travailler librement sur cette question-là, mais de rester
indépendant, de rester pour dire les choses vraiment qu'on ressent. Parce que souvent, c'est trop drôle parce qu'elles sont ressenties par ceux à qui on s'adresse. Hein. Et dernièrement, sur YouTube, on peut voir un teaser que je viens de réaliser, qui s'appelle « Fragment d'un monument », puisque pour moi, ces grandes structures industrielles enfouies à 500 mètres dans le sol et qui vont rester là pendant des dizaines, des centaines de milliers d'années, pour moi, c'est le monument du XXIe siècle nucléarisé. Et donc, fragment d'un monument, c'est quelque chose que j'ai fait en 6 parties. Ce sont des morceaux de terre, de glaise qui ont été scannés, qui ont été retravaillés avec un son, etc. C'est un petit c'est 5 minutes, mais c'est le départ d'une vidéo que j'aimerais réaliser, etc. Bon, je l'ai envoyé aux uns et aux autres. Eh bien, franchement, on me dit, mais qu'est-ce que c'est angoissant, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'il faut vraiment montrer ça? Alors que c'est tout simplement un travail artistique, je veux dire. Hein. Donc là, je sens qu'il y a de la part, par exemple, de Londraf, en disant, mais Cécile, c'est fort quand même, hein? Juste ajouter une petite chose qui est qu'il existe donc un consortium de tous les pays producteurs de déchets nucléaires qui a fait des recherches et des traités qui indiquent la manière dont on devrait gérer les déchets par rapport aux populations qui vont être confrontées à ces déchets. Et en fait, ce qui est préconisé à l'international, c'est de faire en sorte que les infrastructures autour du stockage des déchets soient adoptées, aimées par la population locale, pour qu'elle en devienne elle-même la gardienne à long terme, ce qui pose quand même beaucoup de questions en matière éthique, parce que comment on peut faire aimer une infrastructure qui est là pour enterrer des déchets extrêmement dangereux. Et donc c'est la véritable politique qui est menée aujourd'hui, avec un remplacement aussi de population. C'est-à-dire que quand on vient installer un stockage de déchets nucléaires à longue durée, évidemment, on va choisir plutôt, et c'est pour ça que Bure a été choisi en particulier, un territoire où il y a très peu d'habitants et où il n'y a pas la masse suffisante. Donc même si les gens sont contre, ils ne peuvent jamais atteindre une masse suffisante pour faire entendre leur voix. Et donc, il y a une pression quotidienne qui se met sur ces habitants-là. Ils finissent par partir. Puis, ce sont finalement les travailleurs, parce que construire un stockage, ça prend, on va dire, ça prend un siècle. 50. Oui. Et plus la gestion. Oui. Mais il faut savoir que, et ça, c'est très clair dans les engagements que prennent Londraf et Landra, en termes de garantie sur la mémoire et la surveillance, c'est très limité dans le temps. Donc pour ces déchets qui seront, on le sait, dangereux pour des centaines de milliers d'années, leur engagement va jusqu'à 300 ans. Et après, en fait, c'est vraiment misé sur soit un oubli, enfin plutôt un oubli, en se disant que si on oublie, personne n'ira creuser. Oui, on va peut-être faire tourner un tout petit peu la parole dans le public. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Non, mais... Comme ça. Tout d'abord, merci beaucoup pour la richesse passionnante de ce dialogue. Juste une réflexion, puis après, dans la foulée, une question. Il me semble qu'il y a vraiment 2 sujets, en fait, dans ce qui vient d'être dit. Il y a le sujet de la mémoire, évidemment, et de la transmission de la mémoire, et puis le sujet de l'association, vous avez dit démocratique, on va dire citoyenne, à des processus de décision et à des événements qui précèdent par définition la mémoire, puisque la mémoire, elle arrive quand finalement tout est terminé. Et d'ailleurs, en ce sens, que ce soit la guerre ou la catastrophe, entre guillemets, pas dire la catastrophe nucléaire, mais la guerre, incontestablement une catastrophe, et on va dire le phénomène nucléaire, pour employer un terme neutre, le citoyen, on lui demande effectivement, ou on l'incite, ou c'est heureux de constituer une mémoire qui va pouvoir se transmettre, mais il n'a pas été associé à l'événement. Donc déjà, il y a cette difficulté de transmettre quelque chose auquel on n'a pas été associé, parce que quand sur un champ de bataille, il y a eu des familles impliquées historiquement, il y a une transmission, parce qu'effectivement, historiquement, voilà, quand
quand ce sont des phénomènes qui sont tombés dessus, mais sans qu'on soit impliqué. Voilà. Et donc, à mon avis, il y a déjà deux choses là, et j'en viens un peu à la question, c'est que pour améliorer, entre guillemets, la transmission, et donc avant la connaissance et l'implication démocratiquement du citoyen à ce qui doit être transmis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire du côté de la science? Parce que alors la guerre, c'est un peu différent, évidemment, on est plus dans le domaine politique, bien qu'on est dans le domaine politico-militaire et technologique, je peux dire. Mais par rapport au nucléaire, la grande facilité, effectivement, que peuvent avoir les politiques pour mettre de côté les citoyens d'un processus de décision, c'est de dire, de toute façon, vous n'y connaissez pas. Ce sont les experts. D'ailleurs, on a vu... le Covid, même si il y a eu des scientifiques qui ont très bien travaillé, mais c'était un peu le même système. C'est que situation d'urgence, on est bien en démocratie, mais attention, là, on ne plaisante plus, il faut tout de suite prendre des décisions, et vous n'avez pas... Or, le nucléaire, là, on n'est pas dans une situation d'urgence, on est dans une gestion qui, pendant des années, nous concerne tous, et donc, en m'excusant d'être un peu long, j'en viens un peu à ma question. Est-ce qu'un des moyens pour vous, et notamment dans le domaine artistique, d'associer la population, ce n'est pas, et c'est sûrement déjà fait dans certaines initiatives, de vous rapprocher aussi des scientifiques? Notamment, il y a une série de scientifiques, je pense à Isabelle Stengers ou d'autres, mais qui disent aussi, et au-delà de ces problématiques-là, mais d'une manière générale, il faut à tout prix que les scientifiques, dans leur pratique, finalement se démocratisent, montrent ce qu'ils font, ce qu'ils cherchent, ce qu'ils trouvent, et a fortiori dans des situations qui créent des dangers potentiellement. Est-ce qu'il n'y a pas une alliance là, artistico-scientifique, qui peut être porteuse de promesses? Voilà. C'est toute la recherche. Bon, maintenant, si je peux affiner quand je dis les modes de transmission, c'est comment faire, hein, c'est ça qu'on pose la question. Eh bien, c'est de construire, enfin, c'est la création, en fait, de ces concepts de laboratoire. Donc, un concept de laboratoire, c'est ça. Proposer, que ce soit à l'Ondraf, enfin, ou à d'autres, l'idée que dès que l'on construit un site, dès qu'il y a tout le concept industriel, tout le bâtiment industriel, etc., qui va servir à l'acheminement, à la mise en terre, je veux dire, des déchets, qu'il y ait sur le territoire, pas loin, un bâtiment qui s'appelle les BAT-Labs, et au sein desquels, voilà, des scientifiques, des écrivains, se rassemblent pour essayer de mettre en place cette transmission de la mémoire. Par exemple, à Bure, et on a déjà fait l'expérience de demander, par exemple, à Nancy, l'école des arts de Nancy, par exemple, des universités, pour qu'elles travaillent ensemble, trouver, construire, écrire, penser des modes de transmission. Et que ce soit comme ça, toutes les agences de gestion, je ne sais pas, en Espagne, en Belgique, aux États-Unis, au Japon, je ne sais pas, et que tout ça soit, toutes ces recherches, tous ces chercheurs, en fait, communiquent. On peut maintenant communiquer, on peut élaborer des projets. Et au sein de ces BAT-Labs, en fait, il y aura des scientifiques qui viendraient donner leur dernière, je ne sais pas, quels outils ils utilisent, comment faire, etc. Et les personnes qui cultivent les terres environnantes, tout un ensemble de personnes très différents qui puissent se réunir et qui puissent faire en sorte de mettre au point un ensemble des modes de transmission. On pourrait faire, par exemple, des biennales ou des choses comme ça. Ce n'est pas dans le sens de faire passer la pilule, hein. Ce n'est pas du tout ça, parce que ce n'est pas du tout ça. C'est être rigoureux et essayer, en tant que, avec des pratiques artistiques, d'élaborer un plan pour peut-être, je ne sais pas, 200 années. Je ne vais pas trop loin, moi, parce que je sais que quelque part, on sait très bien qu'après, tout se modifie, ou il n'y a plus de budget, ou l'université ne continue pas à travailler sur le projet, ou je ne sais pas. Donc, il ne faut pas être trop ambitieux. Mais je pense que les laboratoires, le type même de ce lieu-là, qui serait vraiment ancré au sein du site,
pourrait faire en sorte que les gens comprennent ce qui se passe dans leur environnement. Et donc c'est un peu ça, quelque part. Parce que je sais très bien qu'il ne faut pas aller trop loin. On sait très bien que 90, je ne sais pas, on sait très bien qu'il y aura des glaciations dans 9000. On sait très bien que ça ne va pas tenir, hein, les sites de déchets hautement radioactifs un jour. Donc il ne faut pas non plus. Mais je pense que dans les quelques centaines d'années futures, on peut travailler avec un ensemble de chercheurs internationaux. Voilà, c'est l'idée. J'ai un point de vue radicalement différent. Je pense d'abord, vous avez dit qu'il n'y avait pas d'urgence, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est traité. Mais le problème, c'est oui, il y aurait une urgence aujourd'hui, ce serait, à mon sens, de ne pas enfouir. Parce qu'une fois que les déchets vont être enfouis, nous n'avons pas la technologie et on ne l'aura probablement pas parce qu'on ne mettra pas l'argent pour aller. Et je vais vous citer un exemple simple. Il y a un projet en Alsace qui a été une catastrophe, pas sur des déchets nucléaires, mais sur des déchets chimiques qu'on a décidé d'aller mettre dans d'anciennes mines de sel. Ça s'est passé il y a 3-4 ans. Et tout le processus était aussi garanti, meilleure technologie, études géologiques, tout ça. Et puis en fait, il y a eu une catastrophe. Et les déchets sont abandonnés par l'État qui dit on n'aura pas l'argent et on laisse ces déchets fuir dans les nappes phréatiques. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui se passe aujourd'hui. Donc la garantie scientifique qui est donnée aujourd'hui par rapport aux couches, en France on parle de l'argile du Calovo oxfordien, pour moi c'est pas parce qu'il y a 2 millions d'années que cette couche n'a pas bougé qu'on peut garantir qu'elle ne bougera pas dans le futur, en raison aussi des activités humaines. En fait, on a un impact sur la planète qui s'accroît avec le temps. Donc, je dirais que le problème, il est là. Et j'en viens, justement, puisque je parle de ça et des géologues qui sont des scientifiques, parmi les scientifiques qui, aujourd'hui, donnent ces soi-disant garanties à ces projets d'enfouissement. Le problème, il y a déjà des commissions citoyennes, le CLIS, qui se fait sur les sites nucléaires, où on essaye d'avoir des projets déjà de mémoire et on invite les citoyens à participer à construire la mémoire du futur centre de stockage ou du centre de Soulaine. Je pense qu'il y a un groupe citoyen autour de Soulaine. Mais le problème, c'est est-ce qu'on peut vraiment y porter les questions qui fâchent ? Quand on parle de ces questions de mémoire ou de géologie, il faut savoir quand même que les scientifiques qui travaillent en collaboration avec l'ANDRA, ils sont triés sur le volet, il y a des flux d'argent qui se font et il ne faut quand même pas se voiler la face. Et aujourd'hui, par exemple, on pourrait avoir aussi, ne fût-ce que des spécialistes de la mémoire qui, moi j'aimerais en fait que des spécialistes de la mémoire, dont des archéologues, dont des sémiologues, puissent être véritablement entendus sur, et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il n'y en a pas un seul qui pourra dire qu'on peut garantir une mémoire même à 200 ou à 300 ans. Or ça, aujourd'hui, je veux bien qu'on imagine des laboratoires, mais il faudrait aussi à ce moment-là qu'on soit prêt à assumer qu'on n'a pas de solution de mémoire et que la meilleure solution aujourd'hui, et il y a une autre solution scientifique qui est proposée aujourd'hui, qui est de ne pas enfouir et de pouvoir les garder en surveillance tout en finançant la recherche qui avance quand même sur le traitement de ces déchets pour réduire leur durée et leur dangerosité. Et on est ça demande des budgets. Et donc si on choisit aujourd'hui de les enfouir en nous disant que c'est une urgence de les enfouir, ce n'est pas une question d'éthique pour ne pas porter la charge sur les générations futures. C'est une question économique, strictement économique. L'enfouissement est à ce jour le traitement le moins cher et on veut se débarrasser du problème le plus rapidement possible. Pourquoi ? Pour pouvoir continuer à produire. Et donc c'est là il faudrait pouvoir poser ces questions-là. Or, dans les débats publics, les questions sont orientées. Si je prends le questionnaire que j'ai étudié, qui était le questionnaire qui a été donné pendant le confinement uniquement sur Internet aux citoyens belges, les questions étaient clairement orientées vers la solution d'office de l'enfouissement,
alors que chez nous, en Belgique, elle n'est pas encore véritablement complètement actée, contrairement à la France. Et donc, voilà, ce sont des questions hautement démocratiques, mais c'est très difficile de les évoquer. Tout à fait. Maintenant, mais je suis d'accord que voilà, et quand on travaille sur ce projet, je suis pas toute seule non plus, hein. Je veux dire, il y a un groupe écrivains, philosophes, sémiologues. Bon, je suis pas toute seule, hein, à travailler là-dessus. On est un groupe, mais je pense que si on ne fait rien, je ne dis pas que la transmission se fera jusqu'à un millier d'années, etc. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait des gens, des artistes, des penseurs, des sémiologues qui réagissent et qui aient envie de bâtir quelque chose, un projet. Même si ça capote, même si ça ne se fait pas, mais que ça existe. Parce que ça permet aussi de se dire, tiens, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Il y a d'autres... Tu vois, c'est ça un petit peu. Parce que sinon, moi j'avais l'impression au début que si on laissait tout le monde comme ça, si on laissait les choses, on doit partir. Non, madame voudrait poser une question. Ah, pardon. Mais c'est pas tout à fait ça. Mais je comprends. Oui, je comprends. Mais bien, c'est bien pour ça qu'on doit rester très vigilant. C'est pour ça qu'on doit rester très vigilant. Non. Et si je peux... Attendez, il faut voir quel type de déchets, hein. Parce que, par exemple, les déchets faiblement radioactifs, etc., bon, mais c'est vrai que ces lieux-là vont rester de toute manière à surface. Ils vont rester là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Les autres, c'est même plus, hein, c'est vraiment plus. D'autre part, il y a encore deux choses, après je vais me taire, c'est que d'une part, il y a quand même une recherche qui est faite, je ne suis pas nécessairement pour le nucléaire, mais bon, on peut dire que le CEA de Cadarache est occupé de travailler et aura peut-être des résultats dans 50 ans, 40 ans. Voilà. La recherche avec le Totamec, par exemple, voilà. Ça, c'est une chose. Deux, la Commission européenne dit non, maintenant, on va installer partout des SMR. Ils ont signé ça. Donc, on aura des centrales, des petites centrales, parce qu'ils veulent. C'est tout. Apparemment, tout le monde est d'accord qu'il y ait des petites centrales un peu partout. Pardon ? Oui, mais bon. C'est signé, c'est dingue. Et puis deuxièmement, il y a aussi à Mol, une centrale qui va être construite. En tout cas, il y a les budgets qui sont arrivés pour justement que les déchets hautement radioactifs, bon, ça c'est le projet, hein, les déchets hautement radioactifs, la toxicité soit diminuée. Et vous voyez un petit peu le coût de tout ça. Tout ça avant de mettre en terre, hein, avant d'enfouir. Donc on est dans quelque chose... Pardon ? Non, mais c'est pour ça qu'il y a un boulot. Enfin bon, voilà. On va arrêter parce que je pense... Je vous coupe. Là, on n'a plus le temps, on va devoir terminer, mais on peut continuer de façon conviviale cette discussion sur le stand de la librairie Wallonie-Bruxelles. Et donc voilà, il y aura les livres de Cécile Massard, voilà, et d'Isabelle Lod, voilà, donc sur le stand Wallonie-Bruxelles, et on peut continuer cette discussion de façon conviviale sur le stand, voilà.